La multiplication des sources dans la post-production a amené instabilité et désordre. C'est de ce constat qu'a germé l'idée de l'ACES, l'Academy Color Encoding System. La multiplication des formats de fichiers est particulièrement problématique. Certains sont propriétaires et rendent donc les éditeurs de logiciels et à travers eux les utilisateurs tributaires des fabricants. De plus, la majorité n'incorpore pas les métadonnées nécessaires à la description des paramètres d'affichage de l'image. En l'absence de normes, chacun s'est adapté à sa manière. Il existe donc une multitude de flux, ce qui complexifie d'autant plus l'échange de données entre les différents acteurs. L'échange d'images dans ce contexte risque fortement de se faire au détriment de la précision colorimétrique. Il est donc nécessaire d'unifier les pratiques. C'est le rôle de l'ACES qui était originellement nommé, et à juste titre, IIF, Image Interchange Framework. L'usage a fait que le terme ACES a finalement été retenu. L'ACES permet de faciliter l'échange de données et de s'affranchir des solutions propriétaires des fabricants en proposant une gestion de la couleur standardisée et commune à tous indépendamment de l'origine des images, un espace colorimétrique standard et universel, un format de fichier standard utilisable pour toutes les étapes de la post-production. Pour mieux appréhender les apports de cette nouvelle méthode de gestion de la couleur, prenons un exemple de flux actuel à partir des fichiers RAW de 3 caméras de cinéma numérique. Chacune propose des réglages de dématrissage qui lui sont propres et qui sont propriétaires. La première étape va consister à les faire rentrer dans un espace de travail standard et commun. Dans notre exemple, on a choisi le P3DCI, espace colorimétrique prévu pour la projection en cinéma numérique. Cette conversion d'espace colorimétrique demande d'avoir accès aux transformations associées. Si elles ne sont pas fournies par le fabricant, elles doivent être calculées par l'utilisateur. Ces transformations sur mesure limitent l'échange de données vu qu'elles ne sont pas accessibles à tous. L'espace colorimétrique de travail choisi est également celui dans lequel sera effectué l'étalonnage. Dans le cas d'une projection numérique, une dernière transformation, théoriquement standardisée, permet d'exprimer les valeurs de l'image dans l'espace XYZ pour la projection. Dans le cas d'une projection argentique, une lutte dite de retour sur film est appliquée. Celle-ci va limiter les saturations et les teintes afin de s'adapter à ce qu'un film argentique est capable de représenter. De la même manière, pour le mastering HD, servant à la sortie Blu-ray ou télévisuelle du film, on utilisera l'espace Rec 709, espace standardisé pour la télévision HD. Dans ces flux, l'espace de travail correspond à l'espace de sortie. On nomme ce type de flux Output Referred, c'est-à-dire que l'image servant à la post-production a déjà subi une transformation de gamma et une limitation de son gamut afin de l'adapter à une norme d'affichage donnée. Pour remédier aux limitations et complications des flux actuels, l'ACES propose une gestion de la couleur centrée autour d'un espace colorimétrique éponyme. Les espaces actuellement utilisés dans les flux de post-production correspondent donc aux périphériques de sortie. Ils constituent une limitation face aux espaces des caméras contemporaines qui sont généralement plus grands. L'ACES a été créé afin d'envelopper tous les espaces existants ou futurs, comme par exemple l'espace des télévisions Ultra HD qui est de facto compris dans l'ACES. Pour cela, il englobe le spectral locus, ce qui lui permet d'être universel et sans perte. Cet espace est au centre du flux ACES. C'est un espace d'échange entre toutes les entrées et les sorties. C'est également l'espace de travail, ce qui permet de conserver toutes les informations de l'image pour la post-production. L'ACES fait appel à plusieurs transformations standards. Tout d'abord, l'Input Device Transform, qui a pour rôle d'inverser tous les traitements effectués par la caméra et convertir l'image vers l'espace ACES. De la même manière, à l'autre bout de la chaîne, on trouve l'Output Device Transform, qui a pour but d'adapter l'image à un standard de visualisation donné. Une étape importante entre l'ODT et l'espace ACES est la Reference Rendering Transform. On nomme rendering les transformations appliquées à une image pour faire tendre son rendu vers une intention ou un standard. Le but précis de la RRT est de créer une image qui puisse être plaisante pour tout le monde. Afin de faire le lien entre numérique et argentique, une nouvelle expression de la densité optique a été créée, l'Academy Density Exchange. Des transformations standards existent pour assurer la conversion de l'ACES vers l'ADX et vice-versa.
La transformation Look Modification Transform permet d'appliquer une intention de rendu. Dans la pratique, cette transformation désigne l'étalonnage. Voyons à quoi ressembleraient en ACES les flux que nous avons précédemment évoqués. Cette fois-ci, on s'affranchit totalement des paramètres propriétaires spécifiques à chaque caméra, et cela grâce à leurs IDT respectives. Ainsi, toutes les sources sont traitées de la même manière dans le même espace. L'étalonnage n'est plus limité par l'espace de sortie. L'espace de travail permet de conserver toutes les informations qui ont été capturées. La sortie demande simplement de choisir l'ODT approprié. Un tel flux est nommé Scene Referred, c'est-à-dire que l'image sur laquelle on travaille est la plus linéaire possible par rapport à la scène originale et n'a donc pas subi de rendering pour l'adapter à un périphérique et des conditions de visualisation particulières. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, l'ACES spécifie également un format de fichier standard. Ce format est l'OpenEXR et présente l'avantage d'être ouvert et universel. Encore une fois, pour bien comprendre les apports de ce format, il nous faut évoquer les pratiques courantes. Le format le plus répandu dans la post-production numérique aujourd'hui demeure toujours le DPX 10 bits hérité des post-productions argentiques en numérique. Ce format de fichier encode les valeurs de l'image en entier positif sur 1024 niveaux par couche. L'EXR, quant à lui, permet de coder chaque diaph sur autant de valeurs. Ce format a en effet la particularité d'être codé sur 16 bits en virgule flottante, ce qui implique que chaque valeur est reconstituée à partir de 3 informations, le signe, l'exposant et la mantis. C'est ce qui rend cet encodage aussi efficace. De cette façon, l'exposant représente le diaph et la mantis les valeurs du diaph en question. L'OpenEXR ne devrait donc pas entraîner de perte étant donné qu'il est capable de contenir bien plus d'informations que ce que les caméras modernes permettent d'enregistrer. Nous avons voulu déterminer les apports de ce nouveau flux en procédant à une comparaison pratique dans un contexte d'étalonnage. On a d'abord déterminé les critères d'évaluation. Les critères qualitatifs ne constituent pas l'essentiel de notre expérimentation. Ils sont seulement présents pour s'assurer qu'aucun des deux flux ne présente de défauts ou des caractéristiques qui pourraient fausser les résultats. On cherche avant tout à obtenir le point de vue d'un étalonneur sur ce nouveau flux. C'est donc une expérience tout à fait subjective qui tente d'évaluer quel type de changement pourrait survenir en adoptant ce nouveau flux. Pour mener cette comparaison, il nous a fallu mettre en place un flux de production. On a d'abord tourné des images à l'aide d'une caméra Sony f55 en format RAW. On a directement importé ces images dans le logiciel de montage Premiere pour procéder à une sélection des rushs. On a ensuite exporté cette sélection via une EDL vers RAWViewer, logiciel de dématrissage propriétaire de Sony. On a ainsi pu établir deux flux différents. Suite aux expérimentations menées pendant le mémoire, on a déterminé que le format OpenEXR non compressé est trop lourd pour permettre une lecture en temps réel pendant l'étalonnage. Après avoir comparé les différentes méthodes de compression, on a déterminé que le zip présentait le meilleur compromis entre taille de fichier et rapidité de lecture. Les deux flux étaient alors prêts à être mis en place dans le logiciel d'étalonnage, dans le cas présent DaVinci Resolve. Pour mener la comparaison, on a créé deux séquences différentes. Une reprenait tous les fichiers RAW en s'assurant que les réglages de dématrissage correspondent à ceux du tournage, l'autre contenait tous les fichiers OpenEXR. Dans les deux cas, on a appliqué les transformations nécessaires pour désigner le P3DCI comme espace de sortie. Avant de mener cette expérimentation, il nous a fallu déterminer quelle version de la RRT nous allions utiliser. Nous avons donc comparé la RRT actuellement distribuée publiquement et la dernière version de développement qui est seulement disponible pour le groupe de recherche et qui n'est pas recommandée pour un usage en production. Il faut noter qu'il y a eu un changement de philosophie radical entre ces deux versions. La version publique a été développée avec l'aide de Fuji et crée un film look, c'est-à-dire qu'elle fait tendre le rendu de l'image vers un rendu proche de l'argentique. Cette caractéristique est d'autant plus problématique que cette transformation est censée être universelle et s'appliquer à toutes les images passant par le flux ACES. C'est pour cela que la nouvelle version en cours de développement se veut la plus neutre possible, surtout vis-à-vis des teintes de l'image. La volonté est de garder des teintes les plus linéaires possibles de l'acquisition à la visualisation. Voilà le comparatif simple que nous avons mis en place pour évaluer les différences de rendu entre les deux versions de la RRT.
Afin d'avoir une idée de l'interprétation donnée par la caméra, on a également représenté l'image logarithmique donnée par défaut par le RAW de la F55. On a finalement choisi la version publique car elle présente moins de défauts, notamment sur les teintes rouges. Avant de livrer nos observations, il y a quelques points qu'il faut garder à l'esprit pour ne pas tirer de conclusions trop rapides ou bancales. Il avait initialement été prévu d'utiliser une Arri Alexa. Tout d'abord parce que c'est de loin la caméra la plus utilisée en cinéma numérique, mais également pour une raison pratique, c'est la caméra que l'école possède. Nous n'avons cependant pas pu l'emprunter. Mais grâce à Jacques Pigeon, nous avons pu obtenir le prêt de la Sony F55 auprès de son fabricant directement. Cette caméra venait tout juste de sortir, elle est donc peu connue et les flux à partir de RAW Sony ne sont pas assez aboutis. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La lutte P3 DCI que nous avons utilisée pour le flux RAW ne semble pas correcte. L'image n'a pas le point blanc DCI qui est très facilement reconnaissable. De plus, cette lutte n'est pas dans le logiciel officiel Sony, il semblerait donc qu'elle ait été calculée par les développeurs de Resolve. L'image n'est donc pas en P3 DCI, on a donc ignoré les différences de dominante colorée. On ne veut pas faire correspondre les deux images, on cherche à évaluer les différences pratiques et ergonomiques qu'il peut y avoir entre les deux flux pour un étalonneur. Et s'il fallait encore le préciser, les conclusions de cette expérimentation ne valent que pour les flux étudiés. Pour cette expérimentation, nous avons fait appel à Jean Couzzi, responsable de l'étalonnage à l'école et étalonneur professionnel. Jean a très généreusement accepté de mener cette comparaison de flux et nous a reçus dans sa salle d'étalonnage. Nous avons d'abord regardé les images avec lui pour sélectionner 5 clips qui nous semblaient être les plus pertinents pour mettre en évidence les différences. Ensuite, on a procédé clip par clip, d'abord en RAW puis en ACES. À l'issue de la comparaison, Jean a accepté de nous accorder une interview afin de recueillir ses impressions. Pour les besoins du tournage, nous avons dû travailler à la lumière du jour et non dans l'obscurité comme nous aurions normalement dû le faire. La sensation, le bouger, la manière dont les choses viennent, notamment sur ce plan-là, où on a vu que très rapidement, les choses bougeaient très différemment dans cette gamme-là. C'est-à-dire que quand on l'a travaillé en UXR, pour moi, c'était beaucoup plus facile de tout de suite aller chercher des choses que là, quand j'ai eu besoin de le faire dans ce cas précis. En revanche, sur le premier plan où on est arrivé, ça bouge très différemment. Et quand je dis ça bouge très différemment, c'est parce que les étalonneurs, il y a une gestuelle qui nous permet d'être complètement détaché, d'être focus sur l'image. Quand on fait une correction, on n'est pas en train de se dire « il faut que je bouge de ça ». Non, c'est un rendu, c'est un feeling. Tout de suite, la première sensation que j'ai eue avec le XR, c'était que ça bougeait très différemment. Et je pense qu'après avoir traité effectivement un projet long, j'aurais une vraie... je pourrais te répondre vraiment, bon là on n'a pas le temps d'étalonner 400 plans, c'est clair, mais à travers les quelques plans dans lesquels on est passé, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à cause de ce mood justement, à cause de cette souplesse, à cause de cette richesse que j'ai tout de suite. Est-ce qu'il y a une image qui pour toi te paraît directement d'emblée plus agréable par rapport à l'autre ? Pour les basses lumières, c'est certain, c'est le XR. Pour les très hautes lumières, on est par contre un peu à l'inverse, on est un peu plus obligé d'aller chercher les choses. Et dans les moyennes lumières, moi j'aime bien le XR quand je le vois arriver. Mais tu penses que d'avoir, entre guillemets, une image plus agréable de base, ça peut peut-être influencer la manière dont tu travailles, le look que tu vas aller chercher? Non, ce qui change vraiment, c'est la sensation. Là où, quelque part, en RAW, on va obtenir des aplats, de l'autre côté, je vais obtenir vraiment des trucs fins. Et ça change beaucoup. Notamment, je repense aux flammes, où on a été très franchement dans les rouges, sans altérer à aucun moment les hautes lumières. Et ce qui n'a pas été du tout le cas dans les RAW. Si tu devais donner les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux flux... Alors, les avantages de workflow, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il est clair qu'aujourd'hui, le workflow du RAW est plus simple et qu'il est moins lourd. L'avantage de l'EXR est vraiment sur la qualité et la facilité d'exécuter le travail. En tout cas, c'est très nouveau. Comme je te disais, moi, en faisant essentiellement du documentaire, je travaille rarement avec des UXR, mais j'ai la chance aussi de faire de temps en temps des choses un peu plus sophistiquées. Très probablement que la prochaine pub où on fera des histoires de peau, de choses comme ça, je proposerai le workflow, parce que c'est vraiment... la différence est très notable. Les rares moments où on travaille avec les RAW de chez Arri, c'est parce qu'on a un vrai besoin de qualité.
Dès qu'on est dans des moins d'exigences au niveau de l'image, c'est vrai que c'est le ProRes qui fait la part des choses tout de suite. C'est vrai que du coup, s'il y avait un système qui ferait qu'on pourrait avoir des EXR avec une certaine compression, bien entendu, si on garde la souplesse et la richesse telles qu'on les a là, ça devrait pouvoir intéresser beaucoup de gens. Très probablement, ouais.